Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Je vous remercie au nom des éditions Glénat de venir participer à cette rencontre. Cette rencontre, donc, bien sûr, qui est liée, ça ne vous aura pas échappé, aux 70 ans de la première ascension de l'Everest qu'on a fêtée hier par Tenzing Norgay et Edmund Hillary, et aussi qui a lieu à la faveur de la publication du livre Une histoire de l'Everest, écrit par Jean-Michel Asselin, qui est donc ici, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est plus qu'un spécialiste, je dirais plus un amoureux de l'Everest. Et ce livre, c'est le sien, c'est sa vision des choses, sa vision de Chomolungma. À l'occasion de cette rencontre, on a aussi le plaisir d'accueillir Anne Benoît-Janin, qui a réalisé Les Belles Envolées et écrit Les Népalaises de l'Everest, chez Glénat aussi. Voilà, il est là. Éric Bonnem, qui a créé le tour opérateur Secret Planet, dont il parlera. Et puis, cette rencontre, elle est co-animée par Mathias Virilli, rédacteur en chef de Montagne Magazine, et Émilie Vadel, qui est à l'origine de ce projet, qui est réalisatrice et conceptrice du podcast Le Camp de Base. Donc, cette rencontre, elle va être enregistrée et elle sera diffusée donc via le podcast. Vous pourrez poser des questions. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Ça va durer environ 3/4 d'heure, une petite heure. Et puis, à l'issue de cette rencontre, vous pourrez, si vous le souhaitez, vous faire dédicacer un livre par Jean-Mi Asselin. Voilà. Je laisse mon micro à Émilie. Le camp de base. Le camp de base. Rencontre au sommet. Merci donc beaucoup de nous accueillir ce soir. On est ravis d'être ici auprès donc de Glénat, et merci de nous accueillir. Et aussi auprès du coup de Mathias Virilli avec Montagne Magazine, que je vais laisser présenter les invités de ce soir, qui sont donc 3. Les invités, on l'a dit, donc il y a Éric Bonnem donc de Secret Planet, Anne Benoît-Janin pour les Népalaises de l'Everest, et puis Jean-Mi Asselin pour le dernier ouvrage qui nous rassemble ici sur l'histoire de l'Everest. Donc c'est une histoire de l'Everest, et c'est vrai que on peut qualifier ça de dictionnaire amoureux en quelque sorte de l'Everest. Peut-être que la première question, puisqu'on est là pour les 70 ans de l'Everest, de la première ascension, on disait les 70 ans de l'Everest, mais c'est les 70 ans de la première ascension, c'est justement sur cette histoire, quand est-ce qu'elle commence ? Parce que 70 ans, c'est la première, mais avant il y a eu quoi ? Alors si je remonte très loin, elle remonte à 65 millions d'années, quand les deux plaques, en fait il y avait la grande mer de Tétis, et puis la plaque eurasienne s'est glissée sous la plaque indienne, et l'Everest est monté. C'est pour ça qu'il y a cette chose un peu bizarre quand même, c'est que quand vous êtes dans ce qu'on appelle les bandes jaunes de l'Everest, à peu près à 8400 mètres d'altitude, eh bien vous trouvez des fossiles de choses marines, des trilobites, des ammonites. Mais ça n'a rien d'étonnant, c'est juste le plancher de cette mer. Alors ça commence là. En réalité, ça commence après, beaucoup plus tard, le moment de la naissance de l'homme et de l'Everest. Elle va commencer en 1865, lorsque le Survey of India, qui est l'organisme chargé de cartographier l'Himalaya, va identifier un pic qu'ils ont appelé pic 15 comme étant le plus haut du monde. Alors c'est un jeune mathématicien indien qui va faire les calculs et il va trouver l'altitude de 8846 mètres. Son boss va lui dire c'est peut-être un peu trop rond, on va mettre 8846,2. Donc c'est ce qu'ils ont fait et on est en 1865. Le directeur s'appelle Andrew Vaughn et pour faire plaisir à l'administration, il va tout simplement faire un hold-up linguistique extraordinaire puisqu'il va donner le nom de Everest à cette montagne qui s'appelle le pic 15.
S'il avait été un petit peu plus futé ou s'il avait eu envie de chercher, il aurait vu que sur des cartes chinoises, on trouvait déjà une montagne qui était bien située là où est l'Everest, mais qui s'appelait Chomolungma, et qui pour les Tibétains était la déesse des mers, la déesse la plus haute, la déesse des vents. Bon, le George Everest en question était à la retraite, on lui a fait ce cadeau, il a dit « Oh non, mais c'est pas très bien, parce que personne n'arrivera à prononcer, les Tibétains, ils n'arriveront pas à dire Everest, les Népalais non plus, mais bon, tant pis. » Il faut dire qu'il est mort en 66, donc 1 an après que son nom ait été donné à la montagne, qu'il n'a jamais vu la montagne. Bref, en revanche, c'est un super succès parce que aujourd'hui, tant au Tibet qu'au Népal, on parle de temps en temps de Chomolungma, mais majoritairement, dès qu'il s'agit de business, on parle d'Everest. Il y a la bière qui s'appelle Everest, tout s'appelle Everest, les loges s'appellent Everest, les hôtels s'appellent Everest. Bref, et l'Everest s'appelle Everest. En 1904, il se passe quelque chose de particulier, c'est de la géopolitique et c'est vachement important, parce que les Russes fricotent avec le Dalai Lama. Et les Anglais qui maintiennent l'Empire, le Raj comme on appelle ça, ils sont très inquiets de ce rapprochement politique entre les Russes et les Anglais. Et donc, ils vont tout simplement déléguer une petite armée qui est menée par un gars qui s'appelle Youngest Band, et ils vont lui dire va négocier avec le Dalai Lama que l'Angleterre soit présente à Lhasa, la capitale du Tibet. Alors la négociation, en fait, c'est tout simple, c'est qu'il va prendre une petite armée, ils vont tuer 900 Tibétains, et ils vont arriver à Lhasa en grand vainqueur, et là, ils vont signer un accord de commerce avec les Tibétains, exit les Russes. Cette fois, les Anglais ont le champ libre. Cette expédition guerrière va permettre à certains de regarder l'Everest de près et de se dire faut que ça soit nous qui y allons, parce que c'est la grandeur de l'Empire que d'atteindre le sommet le plus haut du monde. Ils vont donc, dès 1921, monter sur pied une série d'expéditions. J'en parle après peut-être quand même. Ouais, on va. Alors, Jean-Mi est, comme vous le voyez, incollable sur l'histoire de l'Everest. On va laisser aussi le plaisir au public de découvrir tout ça dans le bouquin. Parce que c'est, là, il vient de vous faire 2 chapitres déjà de l'ouvrage. Mais si on accélère un petit peu dans le temps, donc effectivement, les Britanniques s'intéressent de près à l'Everest au début des années 1920. Il y a plusieurs expéditions qui courent presque à la Deuxième Guerre mondiale. Pratiquement à la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'en 1939. Et puis après, ça reprend après la guerre. Ça reprend après la guerre. Voilà, on a une ascension suisse, une expédition suisse qui manque d'aller au sommet. Voilà, alors on a une expédition française qui fait l'Annapurna. C'est parce que le Tibet est fermé à partir de 1950, vu que les Chinois ont envahi le Tibet. Les Français obtiennent l'autorisation du Dhaulagiri et de l'Annapurna. Brillantissimement, ils atteignent le sommet de l'Annapurna, parce qu'on ne le dit pas assez, mais Herzog et Lachenal étaient sans oxygène, sans corde fixe et quasiment sans Sherpa. Donc pour l'époque, c'était un réel exploit, même si l'Annapurna n'est pas un sommet très haut, 8091. L'Everest, c'est quand même 800 mètres de plus. Donc, les Anglais ont très peur parce qu'ils n'obtiennent pas tout de suite l'autorisation d'aller faire l'Everest. Ce sont les Suisses qui, en 52, ouvrent le bal. Et là, les Suisses, c'est pas n'importe qui, puisqu'on a dans l'équipe un gars, par exemple, un guide comme Raymond Lambert, qu'on appelle le guide au pied court, parce qu'il a eu tous les doigts de pied coupés à cause d'un bivouac un peu compliqué. Et ce brave homme qui grimpe avec Tenzing Norgay, dont c'est la 5e expédition sur l'Everest, va arriver à 8600 mètres. Pas de bol, ils n'iront pas plus loin. Les Anglais respirent un grand coup. Comme eux, ils vont en 53, ils se disent c'est bon, la place est libre. Et effectivement, en 53, alors il y a plein d'histoires très bizarres, parce qu'en fait, on aurait pu avoir un célèbre alpiniste qui s'appelle Eric Shipton, qui était vraiment l'homme de l'Everest, un type très inspiré, mais on va lui préférer un militaire qui s'appelle John Hunt.
Alors lui, c'est vraiment un gars qui dit l'Everest, c'est une bataille, c'est une guerre, on va la gagner. Il prend tout ce qu'il y a de meilleur comme alpiniste des jeunes dans le Commonwealth. Donc il y a des Canadiens, des Néo-Zélandais, et puis on y va, et ils prennent surtout Tenzing Norgay, non pas comme porteur, mais comme alpiniste à part entière. Et ça, c'est la première fois que c'est une chose qui se passe comme ça. Ça avait mal démarré parce que quand ils étaient à Katmandou, l'équipe anglaise était dans un super hôtel et les Sherpas et tous les porteurs étaient en gros dans une écurie. Alors pour se plaindre, ils se sont tous réunis devant l'hôtel Shanker et ils ont pissé sur la pelouse. Bon, c'était une façon de... Alors, on n'a pas le temps, malheureusement, de faire toute l'histoire de l'Everest. Alors, ce que je vais faire pour tenir le délai, c'est que je vais vous demander à chacun d'entre vous d'évoquer un souvenir, enfin quelque chose qui vous a marqué dans l'histoire de l'Everest, que ce soit avant la première ascension ou après, depuis. Qui veut prendre la parole en premier? Peut-être Eric, si tu as une idée. Alors oui, parler après Jean-Mi, c'est quand même pas évident, donc merci Mathias. Alors bon, moi je vois devant moi quelque chose qui effectivement m'inspire, hein, c'est cet appareil photo, mais j'ai envie de lancer plutôt la perche à Jean-Mi. Oui, il y a cette expédition quand même d'Irvine et Mallory, c'était quand, en 1923 24 même. Enfin, 23, 24. Alors il a raison, parce que là, je vous ai amené quand même un petit truc incroyable. C'est que tout simplement, Irvine et Mallory ont disparu sur l'arête nord-ouest de l'Everest. Un nuage les a cachés à la vue de l'observateur, qui était Noël Odell et John Noël. Et on ne sait pas ce qu'il est advenu de la cordée. Sont-ils allés au sommet ou pas? Bon, c'est l'inconnu. Le seul truc serait évidemment de les retrouver et de retrouver l'appareil photo, qui est un Kodak Vetspocket, qu'ils avaient avec eux. Et peut-être que Kodak nous avait dit que si l'appareil n'était pas abîmé, on pourrait développer les images. Et peut-être voir Mallory et Irvine dans leur gloire au sommet de l'Everest. Ça ne changerait pas grand-chose, mais bon, quand même, ça serait un petit moment sympathique. Et il se trouve que, par le hasard, mais vraiment étonnant, dans une brocante en Corse, j'ai vu qu'un monsieur vendait des appareils à soufflet et je lui ai demandé s'il n'avait pas un Kodak Vetspocket. Il me va regarder dans son gourbi et il m'amène l'appareil, celui-ci. Voilà. Et il me dit oui, c'est un Kodak Vetspocket autographique, le modèle qu'avaient Mallory et Irvine en 1924. Quand je suis revenu le lendemain et que je lui ai demandé mais cet appareil, comment vous l'avez eu? Alors il m'a raconté une histoire un petit peu étrange, mais en tout cas, c'était quelqu'un qui revenait du Tibet qui lui avait donné. Donc, je ne peux en rien garantir que cet appareil, c'est celui de Mallory et Irvine, mais je peux quand même dire qu'il n'y a pas eu à voir beaucoup de gens qui se sont baladés avec un Kodak Vetspocket au Tibet. Alors peut-être que je détiens cet appareil-là. Je vous rassure, il n'y avait pas de pellicule dedans. Et je ne l'ai pas gardé, et si je l'avais eu, je ne vous le dirais pas non plus. On a retrouvé, je vous rappelle, le corps de Mallory. On cherche toujours le corps d'Irvine. Peut-être qu'on le retrouvera. Peut-être chez les Chinois. Anne-Benoît ou Eric, est-ce que vous avez un objet ou un souvenir ou... Ouais. J'ai un souvenir quand même, parce que en tant que compagne de Jean-Michel, j'ai toujours vécu l'Everest par procuration. Mais quand même, une fois, j'ai un peu touché l'Everest du doigt. C'est un matin dans mon bureau, j'étais très impatiente parce qu'il allait... faire l'ascension de l'Everest. Et à l'époque, il y avait les téléphones satellites. Et je n'y tenais plus, je l'ai appelé vers 8h du matin. Et là, j'ai eu Jean-Michel au téléphone. Je vois plus rien, je suis dans le brouillard, c'est la tempête. Et là, je me suis dit, oh. Bon, après, il se ressaisi, il a dit, c'est Anne. Donc, du coup, il s'est un peu calmé. Non, ça va, comme il fait, t'inquiète pas. Bon, d'accord, voilà, c'est un souvenir vécu. Je suis pas allée. C'était en quelle année? 2003. Donc oui, ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Michel a tenté 5 fois l'Everest, la dernière fois en 2003, la première en 89. Voilà, 89, 91, 10, 11, 12 et 2003. Ok. Eric, peut-être un mot sur l'histoire de l'Everest, ton histoire personnelle avec l'Everest? Alors mon histoire personnelle, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais elle se limite à une expédition qu'on a montée en 2021.
Et je me souviens, c'était un 29 mai d'ailleurs, donc bien nommé. Et en fait, il y avait un cyclone sur le golfe du Bengale et on avait une pression terrible des Icefall Doctors. Je ne sais pas si on en parlera, mais enfin, entre le camp de base et le camp 1, il y a ce qu'on appelle l'Icefall, qui est en fait une cascade de glace qui est un moment un peu pénible, surtout quand on part du camp de base et qu'on sait qu'on a encore près de 4000 mètres à monter, et on commence par ça pendant 600 mètres, et c'est en général pas une partie de plaisir. Et donc cette cascade de glace en fait est installée par les Sherpas au début de la saison en fait d'ascension. Et donc c'est eux aussi qui la démontent à la fin de la saison, puisque le glacier bouge et que donc ça sert à rien de laisser les échelles, les cordes, etc. Et donc, on est le 29 mai, on a une équipe qui est au camp 1, et donc on vient de se prendre une tempête terrible parce qu'il y avait un cyclone sur le golfe du Bengale, et on se demande si on va quand même tenter l'ascension de l'Everest ou pas, avec derrière la pression des Icefall Doctors qui nous disent qu'ils vont désinstaller la cascade de glace. Voilà, finalement, on a décidé de revenir au camp de base. Mais voilà, ça c'est un des grands souvenirs, parce que j'ai passé la nuit entre le 29 et le 30 mai à me demander ce qu'on allait faire. Et avec en plus derrière des fausses informations, puisque ça c'est un peu la spécialité maintenant dans les médias. Ils parlaient d'une espèce d'avalanche qui avait dévasté le camp 1 et le camp 2. Donc c'était assez tendu. Alors on voit bien que donc on a fait un saut temporel entre 1855, les premières... les premières explorations de l'Everest, et puis donc 2021, en passant par 53, donc la première ascension, 2003, la tentative de Jean-Mi, la dernière. On va rebondir en fait sur ce que tu viens de dire, Eric, parce qu'on entend beaucoup parler de l'Everest, forcément, pas que à l'occasion des 70 ans de la première ascension. L'Everest suscite et a toujours suscité beaucoup de débats. Et en ce moment, le débat tourne autour notamment des expéditions commerciales et donc de l'évolution de ces expéditions. On a interrogé Martine Roland là-dessus, la première femme guide en France. Et voilà son avis. Moi, les époques où je suis allée en Himalaya, donc c'était dans les années 80, c'était vraiment tout le début de ces périodes où des agences se sont montées pour amener les gens et pour les amener sur les sommets. Et pour offrir donc des sommets clés en main à des alpinistes qui ne sont des fois même pas alpinistes. Il y en a qui ne savent même pas mettre des crampons. Bon, c'est une commercialisation qui s'est faite parce que les gens payent. Et ils payent très cher. Ça vient aussi que les Népalais, ils ont ouvert les autorisations, alors qu'avant, il y avait 3 expéditions par an, dans l'été ou dans la période qui était favorable, alors que maintenant, disons qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de limite. On voit des cordes fixes qui sont remplies de gens qui montent à la queue leu-leu, ça fait des bouchons à certains endroits, ils attendent. Alors, bon, je suis sûre que c'est les gens qui sont quand même motivés pour monter, mais tout a été préparé pour eux, ils n'ont pas de portage à faire, ils arrivent dans des camps qui sont installés, ils ont de l'oxygène, la cascade de glace a été équipée, c'est pas naturel du tout cette manière de faire de l'alpinisme, c'est mettre des gens absolument tous au même endroit, avec un objectif qui est quand même souvent difficile parce que les conditions sont extrêmes, quoi. Et les gens, des fois, il y a quand même beaucoup de morts sur ces sommets parce que les gens sont pas du tout entraînés pour ça, ils sont pas préparés suffisamment, quoi. Moi, je pense qu'on ne pourra pas continuer comme ça. De toute façon, après, c'est au Népal de limiter le nombre. Avant, il y avait 3 expéditions par période. Maintenant, il y a 1000 personnes au même moment. Donc, ça va pas. Il va falloir qu'ils limitent un peu ça. Et puis, bon, des sommets, il y en a quand même des milliers. Pourquoi toujours aller sur le même sommet? Moi, ma conception de l'alpinisme, c'est pas d'aller sur un sommet où il y a des cordes fixes tout le long, où il va falloir faire la queue, où tout est préparé. Bon, je pense que l'alpinisme, c'est quand même de l'aventure, c'est de la liberté. Et bon, ça a disparu. Dans ces grands sommets, là, ça a disparu. Non, c'est devenu une industrie, aussi bien pour les Sherpas d'ailleurs.
ça pourra pas continuer comme ça. C'est pas possible. Donc, on vient d'entendre Martine Roland qui a gentiment répondu à nos questions hors antenne, puisqu'elle ne pouvait pas être là non plus ce soir. La question qu'on souhaitait vous poser, Eric, c'est finalement comment est-ce qu'on organise des expéditions pour l'Everest aujourd'hui et quelle est finalement l'évolution qu'on a vue dans le temps ? Alors c'est vrai que depuis la première tentative de Jean-Mi en 89, en fait, il faut savoir que le chef d'expédition sur notre dernière expédition, donc à l'Everest en 2021, c'était Bernard Müller. Et Bernard Müller est un grand monsieur de l'alpinisme qui a gravi le pilier ouest du Manaslu, c'était une première mondiale avec Pierre Bégin en 1980. Et qui en 85 ou 86 était l'un des premiers avec une entreprise qui s'appelle toujours d'ailleurs Stage Expédition, et peut-être qu'elle ne s'appelait pas comme ça d'ailleurs à l'époque, peu importe. Et donc c'est lui qui a monté les premières expéditions commerciales. Et donc l'une des premières c'était l'Everest, mais là je pense que Jean-Mi, lui, a vécu ça vraiment sur le terrain. À l'époque, moi j'étais assez loin de ça. Donc voilà, entre ces premiers instants, et là ce serait intéressant que Jean-Mi nous donne lui son témoignage parce qu'il l'a vécu à la fin des années 80 et maintenant, bah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, un engouement incroyable pour l'Everest et maintenant, je dirais de façon plus générale pour les 8000. On pourra peut-être reparler des 8000. L'Everest est le plus haut sommet du monde. Il y a 14 8000 sur la planète, dont 7 au Népal. 4, je dirais, au Pakistan. Et bon, l'Everest se monte à la fois du côté népalais, donc ça c'est le versant sud, et du côté chinois, donc c'est ce qu'on appelle le versant nord, qui est d'ailleurs fermé depuis, enfin qui se réouvre uniquement pour les Chinois là depuis quelques années, mais qui depuis le Covid est fermé. Et puis après on a donc deux autres sommets, le Choyu qui est aussi côté Népal, mais il se gravit uniquement côté tibétain, et puis le Shishapangma. Voilà, donc on a 14 8000, mais c'est vrai que l'Everest concentre la moitié des alpinistes, et c'est sûrement plus que ça en termes de business, effectivement, pour les Népalais et pour les agences dont c'est la spécialité dans le monde entier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé plein de choses. C'est vrai qu'il y a eu une accélération dans les années 2010, en fait, puisque je dirais qu'il y avait de l'ordre de 300 permis qui étaient accordés en 2010. Et là, aujourd'hui, on est à 500 permis. Bon. Et cette explosion, elle est liée à plusieurs facteurs. Bon, d'une part, c'est qu'effectivement, la montagne est équipée, souvent maintenant jusqu'au sommet. Alors pour l'Everest, c'est sûr, et pour la plupart des 8000, donc jusqu'au sommet. Et ça, c'est le talent des Népalais en particulier, et d'une boîte népalaise qui s'appelle Seven Summit Trek, et qui, donc ces deux entrepreneurs un peu géniaux, qui ont chacun gravi les 14 8000, ce qui à une époque est exceptionnel. Le premier à l'avoir fait, c'est Reinhold Messner. C'était quand est-ce qu'il a fini son 14e 8000? Enfin, je sais pas, dans les années 80, 86, ouais, peut-être 84. Bon, donc voilà, donc Reinhold Messner, et puis donc c'était le premier à les faire. Il a mis, je crois, 16 ans pour les gravir. Et puis aujourd'hui, il y a un alpiniste népalais qui s'appelle Nimsdai qui, en 2021, je crois, les a tous gravis en moins de 6 mois. D'accord. Donc il y a une espèce d'accélération de l'histoire. Donc ces deux entrepreneurs dont je parlais ont monté donc une entreprise très successful, donc qui est chargée donc par le gouvernement népalais, donc d'équiper toutes ces montagnes jusqu'en haut. Donc ça rend évidemment plus accessible. C'est ce que disait Martine Roland. C'est vrai que quand on a une corde fixe, bon, alors après il y a beaucoup de d'imagination sur le fait que tout est plus simple. C'est évidemment pas vrai, mais enfin, il n'en reste pas moins qu'on est sécurisé. Ensuite, il y a l'oxygène, l'oxygène donc qui est prise donc maintenant de plus en plus tôt, c'est-à-dire qu'à une époque, l'oxygène se prenait au minimum à 7500 mètres pour des raisons de sécurité, et là aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens qui prennent de l'oxygène à 6000, 6005. On va reparler des enjeux de l'hypoxie, c'est-à-dire du manque d'oxygène en très haute altitude, mais c'est l'un des grands enjeux, et notamment c'est l'un des
plus grand risque mortel, je dirais, aujourd'hui. Donc, entre ça, l'équipement qui s'est amélioré, entre les Sherpas qui sont de mieux en mieux formés aussi, on a effectivement cette explosion avec derrière des gens qui ont beaucoup d'argent, on voit de l'argent partout, et donc tout s'achète. Voilà. Et donc, effectivement, avant, les gens dont on parle, Jean-Mi, ils montaient, ils étaient, je sais pas, une équipe de 10 avec un chef d'expédition, et puis ils avaient peut-être une dizaine de Sherpas, dont certains pour la cuisine. Donc, ceux qui montaient avec eux, il y en avait très peu. Il y avait un ratio peut-être de, je sais pas, de 1 pour 10, ouais, c'est ça, 1 pour 10. Aujourd'hui, 1 pour 10, c'est-à-dire un Sherpa pour 10 summiteurs potentiels. Aujourd'hui, c'est 2 pour 1. C'est-à-dire que quand vous avez un occidental qui monte, il est avec lui 2 Sherpas. D'accord ? Et il a 2 Sherpas, d'autant plus. Enfin, bon, alors, nous, c'est pas le cas. Ça reste 1 pour 1, par exemple. Donc c'est pas vrai pour tout le monde. Mais la moyenne, elle est entre 1,5 et 2. Et donc, ça veut dire qu'il y a des gens, parce que l'oxygène est quand même très lourd à porter. Enfin, c'est 5 kilos la bouteille. Et effectivement, très peu de gens sont capables de porter plus d'une bouteille dans leur sac quand ils dépassent les 8000. Et donc, ils ont une colonie de Sherpas derrière qui portent leur bouteille. Donc, on arrive à des absurdités, évidemment. Voilà. Alors la question du coup qui découle pour vous, Anne, vous avez écrit Les Népalaises de l'Everest, c'est finalement, donc il y a une commercialisation de l'himalayisme qui se fait. Est-ce que pour autant on voit une évolution sociale, notamment chez les femmes dans ces vallées-là ? Elles ont, au niveau alpinisme, c'est-à-dire que les femmes qui habitaient le Khumbu, la première femme qui a gravi l'Everest, elle était venue faire le Mont Blanc avec son mari, donc elle avait découvert que les alpinistes femmes elles pouvaient être des femmes. Donc au bout d'un moment, ça a influencé leur partie à elles, mais c'est vrai que les femmes au Népal, elles sont pas censées sortir de chez elles doivent partir en voyage, c'est impensable. Elles sont nées pour être des mères et donc rester au foyer, s'occuper de leur maison. Donc c'est complètement contraire à leur envie, leur culture. Et les premières donc, qui ont fait l'Everest, elles ont bravé en fait beaucoup d'interdits. Est-ce que c'était la question ? C'est complètement la question justement sur l'évolution sociale finalement, parce qu'on peut penser que si l'argent arrive avec les Occidentaux dans ces vallées-là, peut-être qu'il y a des évolutions qui se font. Alors, il y a vraiment tous deux niveaux. Dans le livre, je parle justement d'une Népalaise qui n'est pas montée, elle, et qui est un peu critique par rapport à Pasanglamou Sherpa en disant l'Everest, rien à faire. Nous, on est des petits, on est des pauvres, on porte, on est les plus malheureux. Ça leur apporte pas grand-chose, bien qu'il y ait une économie qui tourne autour. Mais c'est plus les femmes qui l'ont fait, je pense, c'est plus par. Elles ont très très bien compris en fait que l'Everest c'était un marchepied vers autre chose. Donc c'est voilà, elles ont saisi cette occasion-là et elles sont très intelligentes pour ça. Est-ce qu'on sait ce qu'elles sont devenues, parce que donc les Népalaises de l'Everest, c'est donc une série de portraits sur 7 Népalaises. Est-ce que tu les as suivies derrière pour savoir ce qu'elles sont devenues après la parution de l'ouvrage ? La première, elle est morte parce que la première qui a fait l'ascension au Népal, Pasanglamou Sherpa, elle est morte à la descente. Donc normalement, elle est considérée comme n'ayant pas fait le sommet parce que pour avoir fait le sommet, il faut faire la montée et la descente. Après, la deuxième, la Kpa Sherpa, elle, celle qui détient le record du monde de l'ascension des femmes, mais personne ne le sait. Elle est très discrète. On tape sur Internet, on trouve rien, donc je ne sais pas plus que ça sur elle. Je sais que quand elle le fait, voilà. Et puis 9 fois, ouais. Et puis les autres, alors j'en suis par Facebook, elles sont très elles communiquent énormément tous les jours. Alors j'étais un peu surprise parce que c'est vrai que quand je les ai rencontrées, c'était avant le Covid. C'était vraiment l'Everest, ça leur avait changé la vie. Elles étaient un peu des vedettes, alors qu'elles étaient certaines reniées par leur famille, leur père qui les considérait comme mortes parce qu'elles avaient voulu faire de la montagne. Après, elles ont tous les honneurs dans les villages et c'est vrai qu'au Népal, ils aiment beaucoup faire des fêtes, honorer, donc elles étaient un peu adulées. Et donc, une particulièrement Doma Sherpa, qui était la journaliste, la première Sherpa à avoir fait l'Everest. Elle est venue en France plusieurs fois. Et je pensais vraiment qu'elle avait une carrière à faire au Népal. Et ben non, elle est partie au Canada, donc au Québec, je crois au Québec, voilà. Elle va peut-être revenir en France. On se suit tout le temps, on communique ensemble. Et puis Kalpana aussi, quand on y vient la dernière fois, elle nous a fait une fête chez elle. On a mangé du poisson séché, des œufs, enfin voilà. On était tatoués partout. Voilà, donc, mais bon, c'est des gens avec qui, oui, je suis toujours en lien avec elle. Et puis, je voulais faire un autre film, mais parce que Shali Baznet, elle voulait monter une association. Elle a monté une association pour accompagner 200 femmes qui sont victimes du commerce sexuel
par la montagne, les aider à s'émanciper, à évoluer, à sortir de leurs conditions. Mais en fait, elles avaient peur pour elles, donc je ne pouvais pas ni les écouter, ni les filmer, donc c'était compliqué pour faire un film. Okay. Parce que c'est vrai que donc il y a eu plusieurs choses intéressantes dans ce que vous avez dit tous les deux. D'une part, pour les Népalaises, mais aussi pour les Népalais, l'Everest et la concentration aussi de l'himalayisme sur les 8000 a été en quelque sorte une opportunité pour les Népalais de s'extraire de leurs conditions, de travailler, d'avoir une source de revenus fiable, néanmoins dangereuse, avec sa part de danger, et donc avec sa part de conditions de travail aussi, enfin d'interrogation sur leurs conditions de travail. Et puis c'est vrai que maintenant on a l'exemple de Nimsdai, donc Nirmal Purja qui a enchaîné les 8000. On a l'exemple aujourd'hui de Christine Arila qui est pas népalaise mais qui est une femme qui a voulu se mettre dans ses traces et qui a donc là elle en est à son 7e 8000 en 32 jours. Donc c'est encore une autre barrière. Et puis on a toute une série de Népalais qui battent des records, parfois dans le silence et parfois avec force et fracas. Voilà, on a Amrita Sherpa qui en est à 27 ou 28, je ne sais plus. Voilà, 27 ascensions de l'Everest, enfin c'est monumental. Voilà, je ne sais pas, peut-être Jean-Mi, une réaction sur cette espèce d'effervescence permanente maintenant qu'il y a autour de l'Everest, mais aussi des autres 8000, où en fait on assiste à une sorte à la fois d'émancipation népalaise, à la fois donc la prise en main aussi du business par les Népalais, et puis une course au record quel qu'il soit. On dirait qu'on a l'impression que ça part un peu dans tous les sens, cette histoire. Ça part un peu dans tous les sens. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une certaine démocratisation de ce qu'on appelle les 8000. Donc, mais je pense que ça repose sur un malentendu. C'est-à-dire que tout le monde, beaucoup de gens imaginent que finalement, à travers les films, à travers tout ça, faire l'Everest, c'est la Dolce Vita, c'est une partie de plaisir. Ça va, un Sherpa devant, un Sherpa derrière, 2 bouteilles d'oxygène. Bon, ils oublient juste qu'il fait très froid, qu'il faut forcer beaucoup, qu'en plus, c'est quand même pas rien, on peut mourir. Et il meurt. Puisqu'il y en a quand même 1%, vous êtes dans un camp de base, vous êtes 100 personnes, il y en a un qui va être tiré au sort et qui ne reviendra pas. Bon, si vous, enfin, je prends toujours la comparaison, hein, si vous aviez un avion, une compagnie d'aviation et que vous montez dans l'avion et on vous dit il y a 1% de chance qu'il s'écrase, jamais vous ne monteriez dans cet avion. À l'Everest, les gens y vont. Et ils vont parce que je pense qu'ils ont vraiment ce malentendu qui est fait qu'il y a un truc très bizarre à l'Everest, c'est qu'il y a des gens qui sont parfaitement des débutants, qui n'avaient jamais mis de crampons, rien, et qui sont arrivés au sommet, vraiment la fleur au fusil, tranquille. Et puis il y a des grands, comme je pense à Chantal Mauduit, je pense à Pierre Bégin, qui ont essayé plusieurs fois et qui, eux, ont buté. Donc il y a une espèce d'injustice, mais ça je pense que c'est le clin d'œil de la déesse, la Chomolungma, c'est une farceuse. Elle joue quand même avec les êtres. Et donc ce qui est bien, c'est que les Népalais ont pris le pouvoir là-dessus, aujourd'hui. C'est clairement eux, les Sherpas sont devenus une aristocratie au Népal parce qu'ils gagnent bien leur vie avec l'Everest. Mais si vous interrogez, y compris des gens comme Kemi Sherpa, et que vous lui dites « mais ton fils ou ta fille, elle va faire le même métier que toi », ah non, surtout pas. Surtout pas, c'est très dangereux et j'ai pas du tout envie qu'il fasse ça. Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'il soit médecin, qu'il soit ceci, qu'il soit cela. Et en fait, tous les enfants de ces Sherpas, bon, il y aura des exceptions, eh ben, ils vont faire leurs études aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, etc., pour devenir autre chose que des guides, que des porteurs. C'est comme ça. Alors justement, tu parles de médecins, on en a interrogé un de médecin, donc on en discutait tout à l'heure avec Eric, parce que cette année est un peu particulière aussi, on a de plus en plus de candidats à l'Everest. Cette année, n'y échappe pas, en termes de permis accordés, c'était un record. On n'a pas le record de summiters, mais par contre, on a le record de nombre de personnes décédées lors des tentatives. On est à 17, 12 et 5 disparus, mais qui a priori ne seront pas retrouvés. Voilà, c'est un chiffre conséquent. Et donc, on a interrogé Pascal Zellner, qui est donc le directeur de l'IFREMONT, qui est un institut spécialisé sur la médecine de haute altitude et de milieux isolés, pour qu'il nous rappelle un peu justement les dangers en montagne, et notamment sur l'Everest.
Mais en montagne, il y a déjà tous les risques objectifs que tous les alpinistes connaissent bien. Et au-delà de la pathologie liée à l'environnement de montagne, il y a quand même des autres pathologies qui sont liées aux conditions environnementales. Et en montagne, on va retenir principalement le froid et la baisse de la pression partielle en oxygène. Plus on va prendre de l'altitude, plus la pression va baisser. Donc le froid, les choses sont assez évidentes. Lorsqu'on s'expose au froid, qu'on n'est même pas correctement protégé, on va risquer de baisser notre température centrale, c'est ce qu'on appelle l'hypothermie. Et puis, on va aussi pouvoir geler les extrémités avec les gelures des mains et des pieds. L'exposition à la baisse de la quantité d'oxygène qu'on va pouvoir respirer en altitude, ça s'appelle l'hypoxie, c'est un peu plus obscur. Pour résumer vite les choses, nos cellules sans oxygène, elles vont mourir. Et si vous prenez un être humain et que vous le mettez brutalement à 10 000 mètres d'altitude, il va mourir en 3 minutes. Justement, est-ce qu'il y a du matériel qui existe ou des progrès médicaux qui ont été faits pour passer outre ce problème d'altitude ? Alors non. Il y a des appareils tout simples, dont le plus simple a été médiatisé par la pandémie de Covid, qui n'a pas maintenant un saturomètre à la maison pour mesurer son taux d'oxygène, voilà, qui va nous permettre de voir justement le fait que notre hémoglobine fixe moins d'oxygène lorsqu'on monte en altitude. Voilà, c'est un appareil qui permet de mesurer les choses, mais on ne pourra pas permettre à nos cellules de ne pas souffrir du manque d'oxygène, sauf bien évidemment à apporter de l'oxygène en supplément avec une bouteille d'oxygène. Et encore, ce supplément d'oxygène qu'on pourra apporter avec la bouteille, il sera moins efficace toujours par rapport au niveau de la mer, puisque il ne faut pas oublier que le phénomène essentiel, c'est l'hypobarie, c'est-à-dire que la pression baisse et qu'elle va baisser également dans nos alvéoles pulmonaires, et c'est la pression qui pousse l'oxygène vers nos vaisseaux sanguins. Donc même si vous prenez de l'oxygène avec une pression plus basse, même avec une quantité plus importante, on aura toujours du mal à la faire pousser vers les vaisseaux sanguins. Et donc, c'est un pis-aller, mais qui n'est pas miraculeux. Ou alors, on pourrait tous aller faire l'Everest en courant avec notre bouteille d'oxygène dans le dos. Et même ceux qui font l'Everest avec l'oxygène, ils peuvent vous dire que c'est pas si facile que ça. Ensuite, le meilleur médicament, c'est de donner du temps à son corps. Il faut se dire qu'il nous faut une vingtaine de jours pour acclimater notre corps à ce manque d'oxygène. Et ça, c'est un message important à faire passer aux gens qui vont faire du trek dans ces pays lointains en altitude. En fait, ils sont acclimatés lorsque le trek est fini. Donc, ils ne sont jamais acclimatés. La seule règle qui va nous prémunir de développer de la pathologie, c'est la modération. Puisqu'il faut être toujours sûr d'apporter à nos cellules la quantité d'oxygène dont elles ont besoin pour assurer juste les fonctions physiologiques de l'équilibre. Eric, vous emmenez des Occidentaux donc sur des 8000, notamment des Français. Ce qu'on vient d'entendre, moi, ça me pose la question de finalement, quelle est votre politique en termes de niveau de client, de vos clients, de la préparation à faire ces sommets, de l'acclimatation, comment est-ce que vous y prenez? Et finalement, on entend le message de prévention de la part de Pascal Zenner, avec qui vous avez aussi travaillé. Comment ça se passe pour vous? Alors oui, on travaille beaucoup avec l'IFREMON, donc on a beaucoup travaillé avec Pascal Zenner maintenant et avant Manu Cauchy, qui est avec lui donc le fondateur de l'IFREMON. Donc ce sont des gens qui sont d'une qualité extraordinaire et on les utilise notamment avec le médecin régulateur lorsque nos équipes sont en expédition avec une hotline H24. Bon, et ça c'est une fois qu'ils y sont. Donc évidemment, nous, on a développé tout un corpus en fait méthodologique, que ce soit physiologique, on a une compréhension, on pense, relativement bonne de ces sujets de haute altitude. Bon, l'hypothermie, mais effectivement, le plus vicieux, je dirais, c'est quand même le MAM, le mal aigu des montagnes, c'est-à-dire l'embolie pulmonaire ou cérébrale. Et effectivement, ça nécessite de l'acclimatation. Donc ça nécessite de prendre son temps à l'arrêt, au camp de base, au camp d'altitude, et puis évidemment de prendre son temps quand on monte. Ceux qui montent très très vite comme des trailers, et c'est un peu notre problème, c'est qu'on a des gens qui sont très forts physiquement, qui vont très vite, mais c'est totalement contre-indiqué pour la haute altitude. La haute altitude, il faut aller lentement, à moins d'être un génie. Bon, il y en a quelques-uns qui s'en sortent de toutes les manières, mais ça, il y en a toujours eu.
Donc pour la plupart des gens, c'est-à-dire 99,9% des gens, donc il faut y aller lentement. Donc ils sont évidemment sensibilisés. On leur fait faire d'ailleurs des stages chez l'Ifrémont avant de partir en expédition. Et puis vient jouer le rôle essentiel du chef d'expédition. Et c'est là où on pense qu'effectivement on a un petit supplément d'âme, je puis dire, par rapport aux organisateurs locaux qui souvent sont dans une logique de faire plaisir. C'est pas qu'ils sont mauvais, mais malheureusement, quand un Sherpa est seul à décider avec son client occidental qui est plein de milliers de dollars, c'est très difficile pour lui de lui dire, écoute, toi, tu montes pas, ou alors toi, tu vas prendre ton temps. Oui, la fenêtre météo, maintenant, elle est bonne, mais il va falloir attendre qu'il y en ait une après. S'il n'y en a pas, tant pis. Et ça, c'est vrai que pour un local, c'est quasi impossible à faire, même s'il progresse. Mais enfin, ils sont encore loin de rivaliser avec ce qu'un chef d'expédition expérimenté français, américain, enfin néo-zélandais peut faire aujourd'hui sur le terrain. Et ça, c'est assez essentiel. C'est-à-dire qu'il y a la préparation donc des participants, et puis après, il y a sur place, dans la mise en œuvre, une capacité à freiner et puis à mettre les gens face à leur faiblesse quand c'est le cas. Alors après, en termes de sélection, nous notre savoir-faire, c'est d'amener les gens, ceux qui rêvent d'Everest, on leur dit ça va te prendre plusieurs années. Il y en a qui appellent, c'est assez rare, il y a pas mal d'autosélections qui disent oui, j'aimerais faire l'Everest l'année prochaine, est-ce que c'est possible? Enfin, j'en ai 3 par an comme ça. Les autres, c'est des gens qui vont monter en puissance au fur et à mesure, qui ont commencé par le Mont Blanc, puis après qui vont faire un 6000, un 7000, et puis un 8000. Il faut savoir que côté chinois, d'ailleurs, je ne sais pas si, puisque la pandémie a un peu interrompu ça, mais pour avoir un permis côté chinois, il y a beaucoup moins de permis délivrés côté chinois pour l'Everest que côté népalais, il faut avoir fait un 8000. C'est sûr, en tout cas, pour les résidents chinois. C'est-à-dire que les Chinois qui se présentent à l'Everest côté tibétain, il faut qu'ils aient fait un 8000. Et je crois qu'il était question que ce soit le cas pour tous les ascensionnistes. Voilà. Donc là, nous, notre rôle, c'est justement un accompagnement à la fois dans les compétences techniques, dans la compréhension de l'environnement. Et c'est vrai, puis c'est la parole, mais il y a un enjeu d'humilité aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde a l'impression, c'est ce que disait Jean-Mi, c'est ce que tu disais, Mathias, aussi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens pensent que c'est facile, quoi. Et or, le danger objectif, il reste là. Et moi, je l'ai vu à titre personnel sur le Manaslu, on peut en reparler si vous voulez. Alors justement, sur cet enjeu-là, on a entendu Pascal Zellner sur les dangers en montagne et en haute altitude en particulier. Il y a aussi quelque chose qui a changé, c'est le matériel, et qui a beaucoup évolué. Je voulais peut-être te demander, Jean-Mi, si tu étais capable aussi, entre ta première tentative, ta dernière, et peut-être aussi aujourd'hui, de nous dresser un peu l'évolution du matériel qui a eu lieu, notamment sur l'hypoxie, par exemple. Il y a la question de la préacclimatation, où je sais que certaines agences, pas toutes, mais certaines ont pris un peu le filon de la préacclimatation avec des tentes hypoxiques. Ouais, je ne suis pas très compétent pour parler de ça, parce que c'est encore un peu à l'état pour l'instant. En fait, on ne sait pas bien comment ça marche. Mais moi, par exemple, j'avais bénéficié en 2003 d'une préparation à l'hypoxie à l'hôpital Sud, à Grenoble, où je pédalais sur un vélo en respirant de l'oxygène, de l'air appauvri en oxygène. Bon, c'était pas mal, j'ai pas eu mal à la tête au camp de base. Voilà. Mais après, on connaît, il y a quelques médications, le Diamox, des petites bricoles comme ça, même le Viagra. Et ça aide. Non, rien de miraculeux. L'essentiel, c'est que... Alors, génétiquement, on n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui s'habituent très bien, puis il y en a d'autres, pas du tout. Après, encore une fois, c'est ce qu'on a dit, c'est lentement. Bistaré, comme disent les Sherpas. Juste une petite précision, au niveau technique, les doudounes, c'est toujours la même chose, et pour les femmes, c'est très compliqué. Alors, je crois qu'il y a des marques qui commencent à réfléchir, notamment pour les besoins, à faire des combinaisons qui s'ouvrent par en bas, plutôt que d'avoir simplement une fermeture éclair. Ça arrive, on observe ça. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet, parce que c'est des combinaisons intégrales souvent, donc c'est compliqué de se délester, quoi. Eric, tu voulais réagir peut-être sur les tentes ?
Oui, non, sur la préacclimatation, donc vous l'avez compris, bon, le corps s'habitue quand il est dans un environnement appauvri en oxygène, et donc il met en place tout un certain nombre de mécanismes pour augmenter les globules rouges, pour que l'oxygène soit transmis. Bon, donc la préacclimatation, l'idée c'est qu'effectivement ici, dans une chambre hypoxique ou par différents procédés, donc on réduit quand vous êtes là pendant 2 mois, et d'ailleurs ça a été modélisé par l'IFREMON, même s'ils ne sont pas effectivement certains non plus des résultats absolument, mais bon, on se prépare pendant 2 mois comme ça en chambre hypoxique, et ça permet quand on arrive au camp de base d'être mieux. Mais j'aimerais citer un acteur qui est un acteur autrichien dont c'est la spécialité et qui a quand même abaissé la durée d'expédition de l'Everest de 2 mois, qui est la durée standard, à 1 mois. Et ça, c'est une réalité. Et donc, lui, le réussit. Alors maintenant, c'est vrai qu'on a de plus en plus l'impression que ce sont des exosquelettes, parce que les types sont bardés de capteurs, là, quand ils montent, extrêmement professionnels. Bon, après, on se demande quel est le sens de tout ça. Mais il est capable de mesurer justement le taux de saturation en oxygène de ses clients quand ils arrivent à 8002, quoi. Vous avez le taux d'oxygène en permanence. Non, mais l'avantage, c'est que là, il y a un médecin qui est au camp de base et qui dit dans l'écouteur, attention, ton taux de SAT est trop bas, il faut que tu redescendes. Ta SAT est trop basse, ton pouls est trop haut. Alors jusqu'à maintenant, donc on a parlé commercialisation de l'himalayisme, on a parlé justement médecine de haute altitude. On a aussi rencontré Rodolphe Paupier, parce que finalement, la finalité de tout ça fait beaucoup de finalités, c'est de savoir qu'est-ce qu'on espère et quels seront les défis de demain finalement, quelles sont les voies qui restent à faire. Alors on écoute Rodolphe Paupier, puisqu'on espère que vous pourrez réagir à la suite de ça. Le cul mène des ouvertures un peu sur les 1000, par exemple, si vous ouvrez des topos des années 80, vous verrez que c'est assez impressionnant, quoi. Il y a vraiment un paquet d'ouvertures sur les sommets du 8000. Mais après, on va dire, le style alpin a dominé de plus en plus dans l'élite. Donc, ce qui fait que l'élite, elle, l'expression à plus de 1000 mètres de l'élite, elle est quand même sacrément balèze. Donc, déjà, de le faire sur les sommets de 7000 et 6000 mètres, c'est hyper balèze aussi. Donc, et vu la forêt de pics qui reste à faire, pour lesquelles il y a encore des ouvertures à faire, c'est vrai que les 6000 et 7000, c'est génial. Et puis, accessoirement, c'est moins cher. C'est sûr que si pour un alpiniste, bon, ça, c'est un autre débat, mais pour accéder à des sponsors, c'est sûr que les 8000, c'est souvent plus vendeur que les altitudes en dessous. Une aura un peu symbolique, voilà, qui fait que, alors qu'en fait, tout est extraordinaire, hein. Dans les altitudes inférieures, il y a des montagnes splendides, quoi. Plus on se cultive sur un sujet, plus on va découvrir les possibilités qu'il y a de trouver des choses nouvelles, quoi, d'exploration. Donc, c'est qu'une question, encore une fois, là aussi, d'accès à l'info, quoi. Donc, les challenges, en fait, il y a encore, oui, une infinité relative, on va dire, mais ouais, il y en a quand même un paquet. Tout le problème aussi aujourd'hui, c'est des fois, c'est les questions politiques, hein, d'accès à certaines zones. Ça, malheureusement, ça limite aussi les mouvements des alpinistes. Mais on va dire, avec un peu de culture et puis d'imagination, ouais, on peut créer encore, vraiment, on a encore plusieurs siècles, quoi, hein, facilement, d'exploration possible. Donc, rien que sur l'Everest, hein, déjà, il y a d'affaires, qui, alors bon, là aussi, malheureusement, alors là, pour l'Everest, il faut avoir un niveau de fou pour pouvoir ouvrir des choses en beau style, mais après, le focus depuis plusieurs décennies maintenant, il redescend de plus en plus, quoi, hein. À une époque, l'époque de Missolet, c'était focus sur les 8000. C'était un peu l'obsession sur le continent, mais maintenant, les altitudes inférieures gagnent, depuis des décennies déjà, hein, ont pris un peu le devant de la scène pour les spécialistes du style alpin. Et puis même là au Népal, depuis quelques années, on voit qu'il y a des gens qui viennent de plus en plus dans les vallées basses, entre guillemets, pour faire des ouvertures en ski, du ski de pentraie, de la cascade de glace. Et puis il y aura bientôt des sites d'escalade aussi, sans doute, en grande paroi, qui s'ouvriront dans les altitudes inférieures. Donc là aussi, le potentiel est un peu à tous les étages, en fait, hein. Mais il faut sortir des schémas, en fait, connus. Et ça, c'est peut-être plus difficile, parce que c'est vrai que la tentation est grande de commencer peut-être par des classiques aussi. Rodolphe Paupier, donc membre de l'Himalayan Database, qui répertorie donc depuis l'époque de Miss Olay toutes les ascensions qui sont faites sur l'Everest. Juste une toute petite anecdote, vous entendez derrière ce son un oiseau
une espèce de bus qui nous a répondu en fait la semaine dernière depuis son hôtel de Katmandou, et donc il y avait cet oiseau là qui lui tournait autour en même temps. On entend donc Rodolphe nous dire que finalement il reste beaucoup de choses à ouvrir, même si le toit du monde a déjà été conquis. Qu'est-ce que vous rêvez, vous, d'ouvrir à titre personnel ? Moi, je pense qu'il y a... Oui, c'est ça. Même sur l'Everest, si vous voulez être tout seul sur l'Everest, c'est vraiment très facile. Il y a une vingtaine de voies sur l'Everest. Il y en a 2 qui sont utilisées, essentiellement. L'arête nord et l'arête sud-est. Mais si vous allez sur l'arête ouest, il n'y a personne. Si vous allez sur le versant Kanchun, la face est, il n'y a personne. Si vous allez dans le couloir Orben, il n'y a personne. Donc si vous voulez être seul, là, Kilian Jornet, le trailer, a essayé l'arête ouest, il était tout seul. Il n'y a pas de souci. Donc encore une fois, c'est juste de se dire... qu'est-ce que je veux vivre, quoi. Bon. C'est sûr que vous aurez moins de chances de cocher l'Everest sur votre carte de visite si vous faites l'arête ouest en solitaire, sans oxygène, etc. Mais l'aventure en Himalaya, elle est immense. Immense. Ça n'arrête pas, quoi. Oui, Anne, tu voulais réagir ? Moi, je peux dire pour les femmes, aujourd'hui, il n'y a que 10% de femmes qui vont faire l'Everest. Il y a très très peu de femmes ni guides ni alpinistes. Et en fait, on se rend compte que la période est très courte entre le moment où les femmes ont réalisé qu'elles pouvaient elles aussi faire du sport à haut niveau et qu'elles ont été considérées comme étant des femmes aussi capables que les hommes. Donc il y a encore un peu de chemin à faire, mais on est sur la bonne voie. Ok. Eric, peut-être quand on approche de la fin de cet échange, est-ce que tu as un espoir ou un rêve pour l'Everest futur ? Alors, même à titre personnel, pouvoir passer par le versant tibétain, je ne sais pas, moi. Oui, alors le versant tibétain est plus accessible que le versant népalais, donc moi je pense surtout à mes clients. Moi, l'Everest, on verra un jour, mais c'est vrai qu'il y a d'autres sommets qui m'intéressent plus pour l'instant. Là, par exemple, on a une expédition au Makalu, donc la montagne des Français à 8485 mètres, donc comme tu le sais, puisque c'est en partenariat avec vous, donc en mars 2024. Comme le disait la personne tout à l'heure, sans aller jusqu'en style alpin, parce que donc lui parlait effectivement, et c'est ce que dit Jean-Mi, il y a effectivement des foultitudes d'explorations possibles en haute montagne pour des gens de très haut niveau. Ceux qui sont de très haut niveau ne passent pas en général par nous. Mais nous, effectivement, là, par exemple, on est en train d'ouvrir ce qu'on appelle le challenge du Snow Leopard, donc en Asie centrale, entre Tadjikistan et Kirghizistan. Ce sont les 5 plus hauts sommets de l'ex-Union soviétique. Et donc ça nous fait pas mal rêver. Et donc on fait régulièrement le Lénine. Et là, cette année, on part sur le Korjenevskaya. Et puis, il y a 2-3 autres sommets qui sont beaucoup plus difficiles encore, qui sont sur notre liste. Et ça nous intéresse. C'est pas du style alpin parce que nous, on se doit quand même de ramener à plus de 99,99% les gens qui partent avec nous. Mais voilà un très beau projet. Donc l'Everest, c'est une montagne, faut le reconnaître, qui est magnifique, mais c'est sûr qu'il y en a plein d'autres qui nous passionnent. C'est un peu ce que disait Rodolphe sur le fait de descendre d'un étage, puisque les challenges du Snow Leopard se passent à 7000. C'est exactement. Ça, c'est 5 sommets de 7000 mètres. Tout à fait, qui sont entre 7000 et 7005. Oui. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? On a un petit moment si vous souhaitez échanger avec nos 3 invités de ce soir. Oui, monsieur ? Alors attendez, comment En fait, il pose sa question et... Je répète la question. C'est simplement de savoir donc s'il y a eu des antécédents hors occidentaux, donc locaux, népalais ou tibétains, sur l'Everest. Donc s'il y a eu des explorations en somme. Et comment était perçu l'Everest avant l'arrivée des Occidentaux ? Alors pour les Tibétains, c'était très simple. Les montagnes étaient des demeures des dieux. Donc ils n'y allaient pas, parce qu'on n'allait pas déranger. Mais en 86, j'avais eu la chance de rencontrer le Dalai Lama, et je lui avais posé la question, mais qu'est-ce que vous pensez de nous, les Occidentaux, qui allons sur ces montagnes ? Il m'avait dit, mais moi j'aime beaucoup aller sur les montagnes. Quand j'étais petit, j'allais avec mes parents, on allait sur les collines au-dessus de Lhasa, et on pique-niquait, c'était formidable. Alors les collines au-dessus de Lhasa, elles font 5000 mètres, tout de suite. Mais bon, et alors je lui dis, mais alors les Occidentaux qui vont sur l'Everest, il me dit, j'imagine qu'ils vont chercher quelque chose, et que c'est spirituel pour eux aussi. Et donc ça, c'était la teneur de son message. Après,
il y a des montagnes qui sont encore interdites aujourd'hui, dont le caractère sacré est tel que personne ne met les pieds sur la cime. C'est le cas du mont Kailash, c'est le cas du Machapuchare, de quelques autres montagnes comme ça, très peu. Après, quand les Anglais, par exemple, ont fait la première fois le Kanchenjunga, les populations autochtones leur ont demandé de s'arrêter un petit peu en dessous du sommet. Et les Anglais ont respecté la consigne, ils sont arrêtés 5 mètres en dessous du sommet. Voilà quoi. Après, donc, il n'y a pas eu d'autochtones qui ont été chercher ce que nous on cherche. En fait, comme disait mon copain Bruno, nous c'est toujours exogène. Le fait d'aller chercher du bonheur, de la puissance, de tout ce qu'on veut. Eux, c'est pas ça du tout, c'est endogène. Eux, ça se passe à l'intérieur. En tout cas pour le bouddhisme. Et comme ils sont à 95% bouddhisme au Tibet, voilà. Voilà, ça c'était une question pour Jean-Mi qui voulait parler de la poésie de l'Everest ce soir. Voilà qui est fait. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui, monsieur? Y a-t-il des sommets qui n'ont pas de nom, qui n'ont jamais été gravis, au-delà de 7000 mètres par exemple? Alors, y a-t-il des sommets qui ne sont pas nommés et qui n'ont pas été gravis au-dessus de 7000 mètres par exemple? Je n'ai pas la réponse. Je pense que alors, tous les sommets de 7000, en théorie, portent des noms aujourd'hui. Les Népalais les ont bien répertoriés, etc. Bon. Après, à 6000, il y a encore, on peut y aller et acheter le sommet, et peut-être qu'il portera son nom. ça existe. Et puis, il y a eu des cadeaux qui ont été faits. Par exemple, Miss Olé, qui a été la grande prêtresse des alpinistes, parce qu'elle a répertorié tout ce qui se faisait en Himalaya. Eh bien, il y a un alpiniste français qui a donné son nom à un pic qui portait un autre nom. Donc, il y a le pic Olé. Le pic Olé. Oui, Eric. Alors 7000 ou presque 7000, il faudrait peut-être regarder du côté du Pakistan ou de l'Afghanistan. Là, il y a peut-être encore des petites choses. Ou alors vers les Tien Shan, c'est-à-dire à l'ouest de la Chine. Oui, alors je complète la réponse aussi. Donc au Pakistan, il y a plus d'une centaine de sommets de plus de 7000 mètres. Donc ça laisse le choix. Il y en a pas mal qui n'ont pas été gravis. Au Népal, je ne sais pas si c'est le cas sur des 7000, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des sommets qui n'ont pas été gravis. Et puis après, il y a toujours un débat sur comment est-ce qu'on dénomine une montagne par rapport à une antécime. Donc c'est par rapport à la proéminence et tout. Donc il y a aussi un moyen de s'arranger avec les règles. De la même façon qu'on peut descendre de 50 mètres et arriver à 6950, on est presque à 7000. Et ben on peut aussi s'arranger avec la proéminence des sommets pour aller sur l'antécime et le considérer comme un sommet ou un sommet secondaire. Voilà. Et donc ça laisse des perspectives immenses pour l'alpinisme futur. Et je précise aussi qu'au Népal, il y a toutes les vallées à l'ouest qui sont pleines de montagnes et qui sont inexplorées, de la même façon que l'ouest de la Chine est assez peu exploré par rapport au potentiel qu'il existe là-bas. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Peut-être une dernière? Eh bien, Jacques, en fait, ce qui se passe, c'est que je me suis dit, l'Everest a 70 ans, moi j'en ai 71. C'est pas un bon chiffre. Mais comme j'ai vu qu'un Japonais avait fait le sommet de l'Everest à 80 balais, bah, j'irai fêter mes 80 balais là-haut. Peut-être. Mais c'est pas sûr. Le rendez-vous est pris. Bah, écoutez, merci beaucoup d'être venu discuter avec nous de l'Everest à l'occasion des 70 ans de la première ascension. Ah bah, c'est nous qui vous remercions. Merci Émilie, voilà, et puis merci pour la technique aussi. Eh bien, écoutez, on vous donne rendez-vous autour d'un petit pot pour prolonger les discussions si vous avez d'autres questions. Non, pas de petit pot. Eh ben, on vous donne rendez-vous autour des tables pour dédicacer le bouquin de Jean-Mi et échanger avec nos gourdes d'eau. Voilà, merci à vous.